Voilà, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alexis Lefranc, je suis basé en Jordanie, où je travaille dans l'éducation des réfugiés et je suis depuis le Congrès secrétaire fédéral à la mondialisation, aux migrations et à l'OIM, c'est-à-dire l'Observatoire international des militants, qui n'est pas actuellement actif. Voilà, si vous posez la question, il n'est pas actif. Et dans le cadre de ma feuille de route, donc j'ai retenu trois aspects, trois lignes de travail. L'une qui est en réponse à la demande que faisait hier Valérie Rabault sur la constitution d'une charpente pour la politique internationale promue par le Parti socialiste. Donc ce que j'aimerais faire dans le cadre de cet axe de travail, c'est de collecter les retours des militants sur leurs sentiments vis-à-vis de ce que fait la France ou ne fait pas la France dans leur région, et sur le temps qui nous sépare du prochain congrès, d'essayer de faire remonter ces retours militants au national. C'est pour ça que je demandais hier à Valérie de me mettre en contact avec Mathias Reckel, qui est secrétaire national à l'international. Donc ça, c'est un aspect de la feuille de route du secrétariat fédéral dont je m'occuperai seul. Mais bien sûr, je suis disponible pour les retours qui vous intéressent sur les sujets qui vous intéressent. Le deuxième axe, c'est un groupe qui travaillera autour de Malik Mohamed, qui est basé à Jeddah et qui a produit une note de synthèse sur le soutien apporté aux PME françaises dans les pays hors Europe. Et je ferai une annonce à ce sujet sur le forum Yahoo le mois prochain. Donc vous pouvez rentrer en contact directement avec Malik si ça vous intéresse de travailler sur ce sujet. Et le troisième axe de travail, c'est celui dont on va parler aujourd'hui, c'est celui des migrations. Donc, dans le cadre du travail que j'aimerais qu'on puisse faire sur les migrations, j'ai proposé la constitution d'un groupe et je ferai de nouveau un appel sur le forum Yahoo le mois prochain. L'idée, c'est qu'on puisse travailler à regarder la question migratoire dans son ensemble, c'est-à-dire en parlant de la problématique du départ, les raisons pour lesquelles les gens partent de chez eux et pour lesquelles ils cherchent à venir pour une partie d'entre eux en Europe. Pas tous, mais une partie. Les politiques européennes en matière de traitement du voisinage et des routes migratoires, et les politiques menées par les États européens pour l'intégration des personnes déplacées, donc des réfugiés, des personnes migrantes. Pour beaucoup de raisons, c'est un sujet qui est très important, pour nous déjà moralement, et idéologiquement en tant que socialistes, politiquement parce que c'est un sujet qui gêne beaucoup la majorité, et qui gêne beaucoup la cohésion de la majorité parlementaire, et puis d'un point de vue purement pratique, parce que actuellement il y a 65 millions de déplacés dans le monde, il y a des mouvements migratoires qui sont plus importants aujourd'hui qu'ils ne l'ont été dans les décennies passées, et à la faveur des développements démographiques et climatiques qu'on attend sur les décennies à venir, l'Organisation internationale des migrations prévoit 200 à 250 millions de déplacés dans le monde d'ici à 2050. Et il est probable que ce soit des estimations assez conservatrices. Donc il faut s'attendre à ce que la problématique du déplacement et donc de l'immigration et de l'accueil des réfugiés se pose de façon de plus en plus prégnante pour l'Union européenne. Sans rentrer dans les détails pour aujourd'hui, donc je ferai des rappels sur le forum Yahoo en particulier, sur et le groupe soutien aux entreprises et le groupe migration. J'aimerais bien qu'on puisse rentrer dans le sujet directement aujourd'hui, puisqu'on a 4 intervenants de très grande qualité qui vont vous parler de différents aspects de la problématique migratoire. Donc on va commencer avec Jean-Yves Lecomte, que nous connaissons tous, notre sénateur, qui a travaillé sur la loi Asile et Immigration. On a beaucoup entendu parler au printemps. Et puis ensuite, je donnerai la parole à Anna, qui est basée au Mali, qu'on vient d'entendre sur l'éducation, mais qui a aussi une activité bénévole auprès des populations qui sont dans une situation de départ. Donc pour essayer de comprendre leurs motifs en particulier, qui pourra nous parler de cette expérience.
Ensuite, Jean-Michel, tu nous parleras de ton travail avec les associations au niveau européen pour promouvoir un agenda d'accueil et de gestion des flux migratoires, si j'ai bien compris la vaste étendue de ton expérience. Et puis, pour finir, je passerai la parole à Théo, que nous accueillons aujourd'hui, qui n'est pas membre de notre fédération, mais qui a accepté de venir nous parler de son travail avec une entreprise d'entrepreneuriat social qui s'appelle Simplon, et qui fait de l'intégration par les métiers du numérique. Et donc, Théo, il me semble que tu es responsable d'un programme qui vise spécifiquement les populations réfugiées au sortir de l'OFPRA, une fois qu'ils ont leur droit à résider et à travailler en France. Et je n'hésite pas ce que vous faites pour leur permettre d'accéder à l'intégration professionnelle. Voilà, donc je laisse la parole à Jean-Yves. Merci Alexis et merci à tous. C'est assez logiquement que depuis 2011 au Sénat, je m'intéresse aux migrations, puisque je considère que nous sommes tous ici dans cette salle une certaine forme de migrants, et que nous avons, par la manière dont nous sommes, par la manière dont nous appréhendons notre intégration dans nos pays de résidence, aussi un témoignage à apporter sur la manière dont la France doit traiter cette difficulté. Je voudrais aussi, avant de rentrer un peu plus dans ce sujet, quand même bien faire un préalable sur la question migration et réfugiés, dans la mesure où, même si, et nous en sommes tous des témoignages, et nous en sommes tous convaincus de ce que nous sommes, toutes les migrations sont légitimes, mais la Convention de Genève, qui institue le principe de la protection, qui finalement est fille de la Constitution de 93, qui établissait le fait que nous attribuions la protection à tout combattant pour la liberté et de la liberté en France, il y a plus de 200 ans, fait qu'on ne doit pas traiter toutes les migrations de la même manière. Ce n'est pas parce qu'elles sont légitimes que la migration est légitime, mais quand on parle de la Convention de Genève, ce n'est pas la migration qui est légitime, c'est l'accueil qui est obligatoire pour les pays qui se sont engagés à respecter un certain nombre de principes, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'une personne qui considère qu'elle doit aller ailleurs parce que ça lui sera meilleur. Il s'agit d'une personne dont la vie et l'intégrité est menacée. Et cette convention, elle date de 1951, et la manière dont elle est interprétée évolue aussi un petit peu. Elle vient effectivement de tout ce qui a pu être vécu entre les deux guerres mondiales et au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Toutefois, depuis, elle a quand même largement évolué et met en place aujourd'hui, il y a des choses, et l'OFPRA essaye de traiter le mieux possible les personnes qui sont en danger compte tenu de persécutions liées à l'orientation sexuelle ou les jeunes filles qui sont potentiellement victimes d'excision. Donc c'est pour dire que même si la Convention de Genève a été mise en place dans un autre contexte, aujourd'hui elle a un petit peu évolué, mais il faut faire attention. Si on mélange tout, finalement, ce cœur et ce principe qui remplace le principe de la légitime migration par l'obligation d'accueil, dans des cas bien donnés, on risque de l'oublier. Donc je considère que c'est important de faire la différence. Et d'ailleurs, la loi Collomb est la première qui mélangeait tout. Et qui mélangeait tout et qui rajoutait à ça, et ça va nous faire le lien avec le débat d'avant, l'accueil des étudiants. Hein, tout était mélangé, ensemble, avec un Gérard Collomb qui, visiblement, n'était pas plus enthousiaste pour les uns, pour les autres, que pour d'ailleurs les troisièmes et l'accueil des étudiants, puisqu'on a vu un certain nombre de nostalgiques de la circulaire Collomb. La deuxième chose, c'est que cette loi était inutile. Parce qu'on peut considérer, quand on est arrivé aux responsabilités en 2012, on avait un système d'asile qui était complètement cassé. Parce que, vous savez, à droite, ils aiment bien les théories de l'appel d'air. Et quand il y a de l'air, on bouche. Donc, quelle était la meilleure manière de boucher? C'était de faire en sorte qu'on ne soit pas capable de demander l'asile en France. Et pour montrer qu'on n'était pas capable de faire une demande d'asile en France, il fallait qu'elle soit longue, cette demande d'asile. C'est-à-dire qu'une personne qui demande l'asile, au bout de 2 ans, elle n'est pas de réponse. C'était finalement la politique de Sarkozy. Donc on est arrivé avec un système qui était complètement populisé, où un demandeur d'asile
étaient priés pendant 2 ans d'attendre une réponse, quelquefois même plus, sans travailler. C'est-à-dire, en fait, on lui demandait d'être un lieu, et après, d'avoir une réponse éventuellement au bout de 2 ans, 3 ans. J'ai vu des dossiers où 3 ans, il n'y avait toujours pas de réponse, il n'y avait toujours pas d'entretien. Qu'est-ce qui a été fait au cours de ces années? Ça a été de réduire au maximum les délais tout en respectant les droits des demandeurs d'asile. Alors, cette loi est aussi utile dans la mesure où, finalement, en fait, tout ce qui avait été fait en termes de législatif pour améliorer la capacité de l'OFPRA ou de la CNDA de répondre rapidement avait été fait, et que si on considérait qu'il y avait des moyens encore qui étaient nécessaires pour, il y avait des choses à faire pour augmenter encore la rapidité de la réponse aux demandes d'asile, c'était plus des moyens financiers que des changements législatifs. Parce qu'effectivement, les moyens financiers n'étaient pas, et je dois le confesser, complètement pris en compte et budgétés. Et si vous regardez, on a beaucoup parlé des moins 33 millions pour la FE, mais on pourrait dire aussi que c'est la politique d'accueil qui a, parce qu'elle était systématiquement sous-budgétée, mais historiquement, qui a été l'un des éléments qui a été le plus budgété dans l'ordre collectif, dans l'ordre du décret budgétaire, qui a fait moins 33 millions à la FE. On a dû donner, le gouvernement arrivant a dû donner beaucoup de moyens pour l'accueil, parce qu'il n'y avait effectivement pas assez budgété. Ça n'avait pas été assez budgété par le gouvernement préalable de Manuel Valls. Mais si je vais parler un petit peu de notre bilan avant de parler de la loi, je dirais qu'il y a plusieurs choses quand même qui méritent d'être dites sur l'action des gouvernements socialistes entre 2012 et 2017, en bon et en mauvais. D'abord en bon, la finalisation de la négociation du paquet asile en 2013. Alors bien entendu, quand on voit la crise qui a eu lieu en 2014-2015, on se dit qu'est-ce que c'est que ce paquet asile, puisque de toute façon les politiques d'asile en Europe ne sont pas convergentes. Mais elles étaient encore moins convergentes avant le paquet asile de 2013. Et donc la négociation de ce paquet asile de 2013 a quand même été, la fin de la négociation est un atout, est quelque chose qui doit être mis à l'actif de l'ensemble de l'Europe, mais aussi de notre gouvernement. Des négociations pour renforcer et rendre plus efficace Eurodac, qui est le système qui permet d'identifier les demandeurs d'asile et les personnes qui sont en situation irrégulière en Europe. La troisième chose, c'est une révision du code Schengen à partir d'après 2015 et un nouveau mandat Frontex, qui permet en fait de mieux enregistrer les personnes qui rentrent sur le territoire de l'Union européenne. Ça a été fait à l'initiative en particulier Bernard Cazeneuve qui a suivi et conduit ces négociations. Le problème de ces négociations, c'est qu'en fait, on a réussi à obtenir un accord sur les aspects, j'allais dire, contrôle, sur les aspects répressifs d'une certaine manière, c'est-à-dire sur l'entrée, sur le fait qu'on enregistre, mais pas sur l'aspect accueil. Parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ont bloqué. C'est-à-dire qu'on a réussi à obtenir un accord sur le fait que, en particulier en Grèce et en Italie, Frontex allait avoir des moyens supplémentaires pour enregistrer les personnes qui arrivaient sur le territoire de l'Union européenne, mais on n'a pas mis en place, en face de ces nouveaux moyens pour enregistrer, donc pour suivre les gens, ce qui est nécessaire. On peut pas, sauf à changer complètement de philosophie, à dire on supprime toutes les frontières, ce qui peut être légitime, mais c'est une autre manière de voir les choses. En tout cas, le problème, c'est qu'on enregistre les gens, en particulier en Italie, en Grèce mieux, mais il n'y a pas d'autre chose que les principes de Dublin pour la suite. C'est-à-dire qu'avant, l'Italie n'enregistrait pas systématiquement, donc une personne qui passait par l'Italie pouvait aller ailleurs, faire une demande d'asile ailleurs en Europe. À partir du moment où elles sont toutes enregistrées en Italie, finalement, on a piégé l'Italie. Mais il faut bien voir que de toute façon, on était obligé. Si on voulait aller vers un système plus cohérent, il fallait commencer par là. Donc ça a quand même été, le gouvernement français a poussé à ces négociations, même si sur Dublin, nous n'avons pas été bons. Une réforme de l'OFPRA, qui a justement mis en place des procédures qui renforcent les droits des demandeurs d'asile et qui permet aux demandeurs d'asile d'avoir des réponses beaucoup plus rapides à leurs demandes, même si rien n'est parfait et que, en particulier l'accueil dans les préfectures, était loin d'être parfait. Enfin, une loi Cazeneuve qui était à la fois la transcription dans le droit national, mais du paquet asile, mais qui en fait faisait quand même un pari, qui était un vrai pari de gauche. C'est qu'en multipliant et en augmentant les droits des demandeurs d'asile, on augmentait l'efficacité des procédures. On a augmenté les droits des demandeurs d'asile avec des dispositions différentes sur les langues, avec le droit à un tiers à l'entretien face à l'officier de protection à l'OFPRA, avec la possibilité de faire des recours qui étaient suspensifs à la Cour nationale du droit d'asile. Et ces augmentations de droits
ont augmenté l'efficacité des procédures et permis d'aller plus loin dans l'amélioration des délais pour répondre aux demandeurs d'asile. Donc en fait, c'était la loi Cazeneuve, je l'ai critiquée sur plusieurs aspects, mais je dois dire malgré tout que c'était une loi qui faisait le pari qu'en augmentant les droits des demandeurs, on pouvait aussi augmenter l'efficacité de la loi pour tous dans des délais plus rapides. Alors, à côté de ça, bien entendu, il y a un certain nombre de choses qu'on n'a pas fait correctement. D'abord, on n'a pas réussi, je l'ai indiqué, à revoir les procédures de Dublin, qui font qu'aujourd'hui, c'est l'un des principaux problèmes de l'Italie, avec les conséquences politiques que l'on constate aujourd'hui, et qui nous pose encore plus de problèmes, parce que même si on considère qu'aujourd'hui l'Italie pose un problème légitime, si aujourd'hui on dit que l'Italie pose un problème légitime, on offre une victoire au gouvernement italien actuel. Donc c'est un peu, aujourd'hui on est un peu piégé. Et ça c'est un vrai problème, parce que ni la France ni l'Allemagne n'ont souhaité revenir sur ces procédures de Dublin et sur leur application. La deuxième chose, c'est que on a été plus généreux que nous ne l'avons assumé publiquement. Si bien qu'en fait, en particulier Manuel Valls, mais Bernard Cazeneuve aussi, ont développé des politiques qui étaient plutôt des politiques, enfin, Valls, il y a beaucoup de choses à dire, mais ceci étant, ce qu'on a fait de bien, on ne l'a pas assumé. On a considéré que compte tenu que l'opinion publique était plutôt rétive sur ces questions, plutôt que d'essayer de faire une pédagogie positive en expliquant pourquoi l'immigration n'était pas une obligation morale, on est allé dans un sens différent, si bien qu'en fait on a renforcé les populismes. Alors, face à tout ça, aujourd'hui, on se retrouve devant une situation où, contrairement à ce que tu dis un petit peu, moi je considère que ni la France, qui est restée pendant toutes ces années à 70 000 demandes d'asile, et ça fait que par an, et ça fait que 2 ans que ça augmente un peu, et même l'Europe, finalement, où on a l'impression, il y a un certain nombre de discours, on joue un peu à se faire peur, mais finalement, les migrations vers l'Europe sont une toute petite partie des migrations du monde. Qu'on regarde en Afrique, qu'on regarde en Amérique latine, les ordres de grandeur sont bien différents. Et tous les grands pays qui accueillent aujourd'hui les réfugiés, les déplacés, ne sont pas des pays européens. C'est le Liban, c'est la Jordanie, c'est l'Éthiopie, c'est l'Ouganda, c'est le Pakistan, c'est l'Iran, mais, pardon, le Pérou, le Pérou, mais il y en a d'autres aussi, il y a la Colombie, en plus le Pérou, ou le Brésil, mais en tout cas, voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas jouer à se faire peur en disant toutes les migrations du monde vont arriver sur notre territoire, c'est faux. Il y en a d'autres qui sont plus, il y a d'autres zones sur la planète qui sont plus pauvres et qui accueillent plus. Bon. Et ça, il faut le répéter. Et que malgré tout, on a du mal avec ce que nous avons en Europe, et encore plus ce que nous avons en France. Et ça nous fragilise vis-à-vis de nos voisins, cette obsession des questions migratoires. Parce qu'en réalité, comment peut-on parler de droits de l'homme avec la Turquie lorsque un Turc sait parfaitement que la seule chose qu'un Européen attend d'Erdogan, c'est qu'il garde les réfugiés en Turquie? Comment peut-on lui parler après d'équilibre des pouvoirs en Turquie alors qu'il sait que ce n'est pas notre sujet, que notre sujet c'est simplement qu'on garde les réfugiés? Et on peut dire tout ce qu'on veut de Kadhafi, mais finalement, Kadhafi nous soulageait notre conscience en nous permettant de ne pas voir ce qu'il faisait. Et les choses doivent être dites de cette manière. Et par conséquent, tous nos voisins aujourd'hui voient nos faiblesses sur ce sujet. Comment peut-on imaginer d'avoir un dialogue avec le Maroc, sérieux, où on parle de développement, où on parle de droits de l'homme, où on parle de sécurité, si les Marocains ont l'impression qu'on est juste obsédés par leur capacité à délivrer des laissez-passer consulaires quand il y a des Marocains qui sont en situation régulière en France. Et ça, c'est vrai sur tous les pays du Sud. Comment voulez-vous faire? Or, on est obsédé là-dessus. Comment peut-on aujourd'hui? C'est une vraie faiblesse pour l'Europe d'avoir une opinion publique qui n'est pas résiliente à cette question migratoire. C'est un danger aussi pour l'Europe. Quand on voit la situation en Italie, quand on voit la situation en Hongrie, on voit bien que l'Europe a survécu à la crise de l'euro, mais qu'on n'a pas encore vraiment l'idée de la manière pour laquelle elle survivra à la crise actuelle, sur la perception des opinions publiques et la gestion par des responsables, entre guillemets, politiques, de la question et de l'enjeu et du défi migratoire. Ce que nous avons défendu lors de cette loi sur l'asile-migration au sein du groupe socialiste, c'est plusieurs choses. D'abord, une application de Dublin. Une application de Dublin qui soit différente. Parce que Dublin n'oblige pas à renvoyer dans les pays de première arrivée. Dublin permet de le faire. Nous avons proposé que lorsqu'une personne n'avait pas fait une demande d'asile dans un autre pays européen, que la France considère que la personne était légitime.
légitimement demandeurs d'asile en France. Nous avons fortement lutté contre le principe de l'orientation directive, c'est-à-dire le fait de dire quand vous êtes un demandeur d'asile, on vous envoie dans une autre région et vous allez rester dans cette autre région. Nous avions mis en place avec la loi Cazeneuve le dispositif national d'accueil, c'est-à-dire en fait un hébergement directif. On disait à une personne qui se présentait à Paris, il faut aller à Aurillac, et à Aurillac tu seras accueilli. Mais on ne disait pas va à Aurillac et après tu trouveras quelque chose sur place. C'est vraiment différent. Dans un cas c'était l'accueil, et c'est déjà un peu, voilà, parce que c'est limite, mais enfin on n'a pas le choix, il faut que finalement les demandeurs soient répartis sur l'ensemble du territoire. Mais si on demande à des gens d'aller ailleurs, il faut aussi pouvoir les accueillir. Or, le principe de l'orientation directive sans hébergement à la sortie, c'est profondément scandaleux. Nous avons défendu aussi l'autonomie des demandeurs d'asile, c'est-à-dire leur capacité de pouvoir être formés, d'avoir un apprentissage de la langue et d'avoir le droit au travail dès leur arrivée. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'ailleurs, la France n'est pas conforme aujourd'hui aux réglementations européennes qui l'exigeraient normalement à partir de 6 mois après une demande d'asile. On a aussi rappelé qu'il n'y a pas d'intégration possible pour un réfugié et pour un étranger s'il n'y a pas d'égalité des droits avec les personnes qui vivent sur un territoire. Nous avons défendu aussi toute la défense des droits des demandeurs d'asile. Le refus de vidéo-audience imposée sans avoir la possibilité de demander l'accord d'un demandeur. Les délais de recours qui soient corrects par rapport à la situation des demandeurs d'asile, la manière de notifier une décision qui permette de s'assurer que la personne a bien reçu les décisions, et tout ceci parce que si aujourd'hui les droits des demandeurs d'asile sur ces points sont remis en cause, c'est demain avec la réforme de la justice une remise en cause pour tous les citoyens qui se profilera, et en même temps pour des demandeurs d'asile qui n'auront plus formellement la capacité de faire valoir leurs droits face à la Convention de Genève. Nous avons défendu la protection des enfants, c'est-à-dire en particulier l'interdiction des enfants, de placer les enfants en centre de rétention, la liquidation du délit de solidarité et la mise en place d'un délit d'entrave au droit d'asile. C'est nos positions, c'est les positions que nous avons défendues comme groupe socialiste au Sénat, face à un gouvernement et à une majorité républicaine qui étaient sur la même ligne. Les différences entre les deux, elles existent très peu. La commission mixte paritaire a failli aboutir. Et si elle n'a pas abouti, c'est simplement parce que le gouvernement et la majorité du Sénat ont considéré, ont à l'évidence considéré, d'un commun accord, qu'il n'était pas convenable ni pour l'un ni pour l'autre, que politiquement c'était bon ni pour l'un ni pour l'autre, que d'avoir une commission mixte paritaire qui conclut, parce que ça nous va dire la même politique. Voilà, alors sur tous ces points, je crois que nous avons essayé de montrer l'implication que nous avions et que nous étions la vraie opposition au gouvernement sur ces sujets. D'une manière un peu plus générale, je dirais que l'accueil des réfugiés, la manière d'appréhender les questions migratoires, ce n'est pas simplement une obligation morale, et il ne faut pas la présenter comme ça. C'est une obligation tout court par rapport à la Convention de Genève. Et nous savons tous combien, lorsqu'il y a des mobilités, cela engendre des connaissances en plus. Et dans l'histoire, j'ai peu d'exemples de pays qui sont des pays d'accueil et qui régressent en termes économiques et sociaux. Mais c'est vrai que lorsqu'on casse le code du travail et qu'en même temps on fait peur aux personnes qui ont du travail sur leur stabilité, sur leur précarité, et qu'on renforce leur précarité, alors bien entendu c'est plus facile après de faire peur avec l'immigration, et les choses sont à peu près cohérentes avec la politique de Macron sur ce sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai qualifié Macron lors du débat sur asile-migration de Macron de Victor Orban en bas de soi. Ça m'a été un peu reproché, mais je pense que fondamentalement, cette observation, elle est réelle, parce que il y en a un qui fait dans le plus politiquement correct que l'autre, mais ils vont tous dans le même sens, et ils servent les mêmes populismes et les mêmes peurs. Alors voilà ce que je voulais vous dire en début de ce débat, et j'espère que nous pourrons ensuite continuer à débattre d'un sujet qui est vraiment passionnant et pour lequel vraiment nous avons Fédération des choses vraiment importantes à dire. Et je rajouterai en plus une chose, je suis parti de France en 90, je suis revenu lorsque j'ai été élu au Sénat. Cette capacité
considérer oui, les étrangers ne sont pas des Français, donc ils n'ont pas les mêmes droits, et c'est normal. C'est quelque chose qui est devenu banal en France aujourd'hui. Et que ce soit à droite et à gauche, malheureusement, beaucoup de nos collègues considèrent que c'est normal. Mais tant qu'on considérera que c'est normal, il n'y aura plus d'intégration possible. Si on renvoie aux gens, et nous le savons tous ici, si à chaque fois que dans votre pays, on vous renvoie l'idée que vous n'êtes pas comme le pays d'accueil, vous ne serez jamais intégré. Et ça, c'est le malheur de notre pays aujourd'hui. Et ça peut expliquer d'autres choses, sur d'autres sujets, et en particulier sur les questions de sécurité et d'intégration, pas de la première génération, parce que la première génération, on le sait tous ici, si son projet c'est de s'intégrer dans un nouveau pays, elle le fera, et elle le fera même si c'est pas confortable. Mais on ne peut pas demander ça aux enfants. Merci beaucoup, Julie. Je passe la parole à Anna. Merci. Vous m'entendez? Alors, moi, je vais faire un témoignage par rapport à mes activités, parce que je suis présidente de Tintingara. Tintingara, c'est une dune qui se trouve dans le nord du Mali, près d'un village où il y a de moins en moins d'hommes, parce que tous les hommes migrent. Mais par contre, sur cette dune, il y a un arbre qui ne bouge jamais. Il fasse très chaud, puisque la température peut aller jusqu'à au-dessus de 50 degrés, mais qu'il fasse frais, ça peut aller jusqu'à -1, -2, puisque c'est dans le Sahara. Et on a utilisé cette dune comme thème pour la stabilité, parce que ça ne bouge pas. Et ces villages autour où il manque souvent des hommes pour rester, pour pouvoir cultiver de la terre, on a préféré le prendre comme logo, comme signe et comme nom de l'association. Alors, je vais me permettre de vous parler par rapport à mes connaissances de qui migre par rapport au Mali. Alors, souvent, ce sont des hommes, des femmes, et actuellement même des jeunes, des enfants, qui migrent parce qu'ils tentent désespérément d'aller trouver une meilleure qualité de vie ailleurs. Avant, c'était pas... Bon, ici, beaucoup de personnes pensent qu'ils migrent pour venir directement en France, directement... non, ils peuvent migrer pour aller dans une région où il n'y a pas la guerre, où il n'y a pas la sécheresse, où il n'y a pas... Voilà, c'est vraiment pour éviter toutes ces inégalités au niveau des droits, puisqu'on se retrouve dans des villages où certains hommes, parce qu'au niveau ethnique, ils n'ont pas le même droit que les autres, et ce qui a engendré aujourd'hui certaines guerres ethniques. On a la guerre entre les Peuls et les Dougons qui a commencé. Ce sont des sédentaires contre des nomades. Et il y a aussi la guerre suite à des inégalités de religion, puisqu'on trouve que certains sont plus musulmans que d'autres, et vice-versa. Et ça, c'est la guerre qu'on vit complètement dans le nord du Mali. On a aussi, au niveau des femmes, enfin la relation entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire au niveau de l'éducation. On a certaines jeunes filles qui ont commencé l'école dans le village, et tout d'un coup, on a décidé de les marier. Et du coup, elles se retrouvent à fuir et se faire aider par des personnes qui sont en ville pour venir étudier ou bien aller dans un autre pays pour étudier. Ça, on le voit de plus en plus aussi. On a aussi, au niveau économique aussi, les gens fuient parce qu'ils n'ont rien à manger, ils se retrouvent, ce sont des lieux où quand même le climat n'arrange pas. Alors on va se retrouver par moments avec une sécheresse telle que les cultures ne prennent pas. Du coup, on va aller chercher ailleurs de quoi faire vivre sa famille, bien se nourrir. Et il y a aussi le contraire qu'on a vu il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, il y a eu une grosse inondation au niveau du nord du Mali qui a fait écrouler beaucoup de maisons et qui a décimé toutes les récoltes, ce qui fait qu'il n'y aura pas de récolte cette année. Alors là, les gens vont se préparer encore à migrer. On a aussi, pour des raisons politiques, on a vu les
qui se sont déroulées fin juillet. Il y a eu beaucoup de conflits parce que les personnes n'avaient pas les mêmes opinions politiques. Et là, on va avoir aussi beaucoup de déplacements qui vont se rajouter aux déplacements qui se font naturellement. Et on a dans certains villages, par contre, là je vais vous parler du sud, qui eux ont l'habitude de migrer. C'est-à-dire qu'il y en a tous les hommes qui vont à l'étranger, qui vont chercher des ressources et qui reviennent pour réaliser certaines choses dans le village. Et les autres, les plus jeunes, vont repartir, laisser ces personnes sur place. Et ça, c'est quelque chose qui est là depuis des décennies, hein, qui arrive souvent. Bon, quand on parle des personnes qui migrent, je vais vous dire qu'au niveau du nord du Mali, les gens vont aller surtout au niveau du Niger. Ils vont aller tous pour travailler au niveau du repassage. Ils vont aller en Libye pour aller faire dans le jardin. Hein. Ça, c'est typiquement vers le nord du Mali. Ils vont aller jusqu'au Gabon. On va voir quand on regarde, ils vont aller jusqu'au Gabon. Mais bon, c'est vrai que maintenant, avec le problème en Libye, les gens vont plutôt fuir et venir vers les côtes européennes. C'est ce qu'on voit de plus en plus. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de Maliens vers les côtes européennes. Il y en a qui vont aller vers l'Algérie et essayer de passer par le Maroc et venir vers l'Europe. Parce qu'en Espagne aussi, il y a une communauté malienne et sénégalaise qui est implantée par là-bas. Alors on va essayer de rejoindre, travailler, et puis revenir et préparer des projets pour le village. Et normalement, c'est ça la logique. Mais les gens se retrouvent parfois dans le pays d'accueil bloqués et ils vont rester très longtemps. Mais ils ne vont pas dire aux personnes, à leurs familles qu'ils ont laissées au niveau local, voilà, je vis dans de mauvaises conditions, ça se passe mal, je souffre. Non, quand ils vont revenir avec plein de cadeaux, ils vont revenir dans de bonnes conditions, ce qui fait ils vont donner envie à d'autres personnes de venir visiter, venir travailler un petit peu et gagner de l'argent. Et ils le disent. Hein. Pourquoi, s'ils sont malheureux, pourquoi ils ne viennent pas? C'est parce que ces personnes ne peuvent pas revenir. Ça, on n'ose pas le dire. Ou bien, quand ils reviennent, regardez comment ils sont beaux, regardez comment ils sont bien, du coup, nous aussi, on va partir. Et on se retrouve dans des situations où on a des personnes qui sont dans les beaux people en train de... Je ne sais pas si on dit encore. Voilà. Par contre, je tenais à dire qu'au niveau des discriminations sexuelles, je n'ai pas eu ces cas-là. Parce que chez nous, quand on voit qu'une personne... on le dit, hein, dès qu'on voit qu'une personne ne se comporte pas comme tout le monde, on le marie. On marie, et ce qui fait, on ne passe pas à autre chose. Et ça, je l'ai vu, je l'ai remarqué. Pour ça, j'aimerais bien qu'on puisse travailler dessus après, parce que c'est une frustration qui est réelle, hein, qui est là. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la migration, mais ça peut être une raison aussi. Voilà. Maintenant, l'association, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met en place, elle essaye de mettre en place, par exemple, des actions communautaires, enfin, des petits commerces pour que les personnes puissent rester sur place, pour qu'elles puissent aider leur famille sans avoir à se mettre en danger à aller à l'extérieur. On a aussi, avec le ministère des Maliens de l'extérieur, fait des campagnes pour essayer de montrer que sortir du pays, ce n'est pas une chance. Ce n'est pas une chance pour eux. On a essayé de mettre ça en place, mais les gens n'y croient pas. Hein. Ils n'y croient pas. Parce que quand ils se retrouvent dans des problèmes avec la guerre qu'on a au nord du Mali, ou bien des problèmes économiques, ils n'ont pas de quoi manger, ils préfèrent tout laisser et partir à l'extérieur. Voilà. J'espère que j'ai été claire. Société civile internationale et Français de l'étranger. Donc, je vais vous parler en tant que membre d'une ONG internationale, qui a statut participatif auprès du Conseil de l'Europe. Je rappelle, Conseil de l'Europe, ce n'est pas l'Europe à 28-1, c'est l'Europe à 47. Plusieurs piliers, dont un pilier qui regroupe des ONG
qu'on appelle conférence des OING. Pendant 3 ans, j'ai pu être membre du bureau de cette conférence et j'étais particulièrement chargé de coordonner les travaux sur la migration et la coopération Nord-Sud. Et à ce titre-là, j'étais au sein du bureau exécutif du Centre Nord-Sud, qui est l'instance interface entre le Conseil de l'Europe et les pays du Sud. Donc ce que je vais vous apporter comme aliment, c'est un peu la synthèse de ce que j'ai pu ressortir de cette expérience. Alors, m'était-dit, je vous l'avoue, je voulais vous manœuvrer pour que PS, dans les prochaines élections européennes, se saisisse comme axe de combat de la migration. J'étais content d'entendre ce matin Corinne qu'il semble que ça serait un des 3 thèmes. Le tout, c'est qu'est-ce qu'on met derrière cet axe. Pour compléter ce que disait Jean-Yves tout à l'heure, ce n'est pas une histoire de morale, c'est une histoire de droit. Comment nous pouvons, si on veut rester humain, dans une humanité, être respectueux du droit international et, là il y a peut-être un petit cocorico à faire, du principe constitutionnel de fraternité. Vous avez peut-être vu que suite au recours de Cédric Aourou sur la vallée de Roya, de questions de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a sanctifié le principe de fraternité en disant que si nous aidons en tant qu'être humain et sans retour financier quelqu'un qui serait en situation irrégulière, c'est notre devoir de le faire. Le fait qu'il soit en irrégularité, ce n'est pas un délit pour nous, c'est un délit pour la personne qui s'est mise elle-même en situation irrégulière. Et peut-être que si on veut dépasser l'indignez-vous ou l'indignons-nous de Stéphane Hessel, si on veut résister et agir, il faut peut-être déjà que nous puissions mettre ensemble la plus-value et la chance pour tous de la migration. De toute façon, depuis que l'humanité est humanité, nous migrons, et c'est peut-être renforcé aujourd'hui par la globalisation, je n'ai pas dit la mondialisation, et ça facilite forcément le dialogue entre les cultures et le métissage entre les peuples. J'ai envie de parler de difficultés de la migration. On pourrait débattre, mais est-ce que nous n'avons pas ensemble à faire preuve de pédagogie pour rassurer les citoyens et la société européenne qui pourraient avoir peur de perdre leur identité en mettant en valeur les apports socio-économiques, culturels, humanistes que ces migrants ont pour la société européenne. Parce que malgré qu'ils ont quitté leur pays dans des situations difficiles, malgré que la route d'exil a été semée d'embûches pour ceux qui ont réussi à arriver jusque nous, ils sont toujours dans une capacité d'entreprendre, une capacité de résistance. Pour moi, sûrement, ils font preuve d'une grande capacité de résilience. Et ça serait dommage de ne pas utiliser ces compétences et ces compétences acquises. D'ailleurs, pour ceux qui pourraient avoir peur que cette invasion risque de changer nos valeurs, l'AFRA, donc l'Agence européenne des droits fondamentaux, et aussi d'autres études qui ont été faites en Allemagne, montrent que parmi soit ces réfugiés qui sont arrivés en 2016, soit ceux qui sont dits, et excusez-moi l'amalgame, de confession musulmane, à 80% des personnes interrogées se disent tout à fait en adéquation avec les valeurs européennes. Peut-être d'ailleurs plus que certains Européens dans certains pays. Aujourd'hui, je ferme peut-être la parenthèse. Peut-être se dire aussi, les études l'ont fait par des études économiques, qu'en Allemagne, en 2016, l'arrivée d'1,3 million au total de réfugiés a permis un 0,5 de point de PIB
à l'Allemagne. Il y a une étude qui vient de sortir sur la Suède, qui a accueilli 600 000. La France, sur 30 000 annoncés, il y en a 3 000 peut-être. 30 000, on a 70 000 par an, et sur les 30 000 annoncés, la moitié. Mais voilà, la Suède par rapport à la population, et malgré ça, la Suède a eu un taux de croissance de 3%. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas, c'est pas un poids, surtout que ceux qui peuvent venir, c'est ceux qui ont pu payer les passeurs. Donc c'est ceux qui soit ont mobilisé des solidarités ou qui avaient un capital eux-mêmes avec des formations. On n'a pas en plus à les reformer, sauf à les intégrer. Donc c'est sûrement une chance pour nos pays. Peut-être d'ailleurs que ceux qui sont arrivés il y a 40 ans, 50 ans, qui ont pris des rides aujourd'hui, qui ont su développer des capacités d'adaptation, qui, malgré qu'on ne les a pas bien accueillis, enfin, je pense, c'est peut-être un jugement, excusez-moi, que les réseaux sociaux, ça n'existait pas, le sentiment d'exil était sûrement très fort. Malgré ça, la grande majorité ont su garder foi en des valeurs traditionnelles de solidarité, d'entraide. Est-ce qu'un combat qu'on aurait tous à faire, c'est de montrer à leurs petits-enfants qu'on respecte mieux l'accès à leurs droits, à leurs grands-parents, parce qu'un certain nombre ont toujours des difficultés, aujourd'hui, 40 ans après, d'accéder à leurs droits, qu'on montre à ces petits-enfants qu'ils ont apporté la reconstruction de la France, la modernité, ou au moins les devises au pays, donc qui sont à mettre en exergue. Peut-être qu'à ce moment-là, les gamins pourraient se dire « je suis fier de mon grand-parent », que le grand-parent se dise « je ne suis pas une génération sacrifiée pour les autres », et peut-être que du coup, on pourrait aller demander à ces vieux monsieur, ces vieilles dames, d'aller dans les quartiers discuter avec les jeunes pour pouvoir leur dire « vous savez, on n'a pas eu tout de suite, on s'est battu, mais on a gardé foi en des valeurs, etc. » Peut-être que ça ne va pas résoudre tous les problèmes qu'ont certains jeunes dans leur tête, mais peut-être que ceux qui ont du mal à se sentir inclus dans une société européenne qui veut promouvoir une société inclusive, mais est-ce qu'ils y sont? On parle encore d'intégration quand ils sont de la 3e génération, ce qui quelque part est quand même un petit peu bizarre, mais peut-être que ça pourrait contribuer à baisser les tendances à du radicalisme violent. La sécurité démocratique pour tous est important. Aujourd'hui, c'est attaqué dans plein de pays européens. Je rappelle, les valeurs du Conseil de l'Europe, c'est les droits fondamentaux, c'est la démocratie, l'état de droit. Et peut-être que ces vieilles personnes qui ont fait leur migration pourraient nous aider. D'ailleurs, si ces gamins qui arrivent en nombre aujourd'hui, tout le monde n'a pas les capacités de résilience, surtout avec tous les traumatismes qu'ils ont subis sur la route, pour peu que leurs mères, si elles les ont accompagnées, ont vécu aussi beaucoup de traumatismes, si on ne travaille pas sur les chocs post-traumatiques qu'ils ont pu avoir. Aujourd'hui, on a peur quand quelques loups solitaires passent à l'acte. Là, ça ne sera pas que quelques loups, ça sera des hordes, excusez-moi. Europol, depuis le début de la crise syrienne, a perdu de ses radars 10 000 gamins. 10 000. Peut-être que certains ont été vus des gens de la famille et n'ont pas pensé, mais les autres, trafic humain, prostitution, qu'est-ce que ces gamins, quand ils seront jeunes adultes, par rapport à une société qui prône des valeurs qu'ils n'ont pas accueillies, comment ils pourront réagir? Et donc c'est sûrement pour nous, si on veut que le développement humain, au sens du PNUD de l'ONU, soit pour tous, on a peut-être un intérêt à agir. Alors là, ça fait peut-être un peu le son, mais je crois qu'on a déjà à mettre en exergue ce que les citoyens et les collectivités
socialistes, humanistes ont fait. Je rappelle, si l'Allemagne a pu accueillir 1,3 million de réfugiés, ce n'était pas Angela Merkel au départ parce qu'elle avait un problème démographique. C'était d'abord les citoyens qui ont accueilli les gens qui arrivaient dans les gares, et ça a forcé les pouvoirs locaux, puis les pouvoirs nationaux fédéraux, à réagir et à encadrer ça. En Allemagne, tu arrives, au bout de 15 jours, tu as des papiers provisoires qui te permettent d'être logé, de manger et de travailler un petit peu, ce qui ne laisse pas les gens dans une situation d'angoisse permanente. C'est ce qui se passe aussi à Bruxelles, où depuis maintenant plusieurs mois, place Maximilien, on a des citoyens à partir d'une plateforme Facebook qui accueillent le soir pour dormir des gens qui sont sans papier. En tout cas, nous, Français de l'étranger, j'ai envie de la rappeler, on a des expériences multiples, diverses, même de retour au pays. Et je pense que c'est pas facile quand on revient 20 ans après avoir été expatrié pour se réintégrer. On a de toute façon, dans toutes les familles en France, des histoires avec la migration, déjà d'une région à l'autre, mais on a tous, de toute façon, quelque part, quelqu'un qui est né à l'étranger. Est-ce qu'il n'y aurait pas un récit collectif autour de la migration sur lesquels travailler? Et en tout cas, je pense que nous avons à nous positionner. Il y a deux documents internationaux qui se profilent, alors, malheureusement non contraignants. Alors, malheureusement, on pourrait dire qu'on a une convention internationale des droits des travailleurs migrants et de leurs familles de 90 qui existe, qui pourrait peut-être suffire, même si ça ne couvre pas toutes les migrations. Mais cette convention, au niveau de l'Union européenne, 0 pays ne l'a signée. Et si on prend le Conseil de l'Europe, on a 6 pays qui sont très droits de l'homme, tels que l'Azerbaïdjan, etc. Ça pose problème quand on va à l'étranger et qu'on dit il faut les droits de l'homme, etc., quand nous-mêmes on n'est pas capable. Donc les deux événements qui vont venir, c'est le pacte mondial sur les migrations sûres, ordinaires et régulières. Premier projet qui a été voté en Assemblée Générale de l'ONU le 11 juillet, et le texte final devrait être voté les 10 et 11 décembre à Marrakech. Donc peut-être arriver encore à influer les choses. Alors il y a des pays, de toute façon, on n'arrivera pas à les bouger. Il y a des pays qui signeront, mais il y a peut-être un certain nombre de pays qui sont encore accessibles par la raison diplomatique, sur lesquels on peut encore agir et faire en sorte que les choses puissent évoluer. Et l'autre pacte mondial qui est encore en concertation, qui est le pacte mondial sur les réfugiés et demandeurs d'asile, sur lequel on peut encore travailler sur le contenu. En tout cas, je pense que nous avons tous, à travers les réseaux académiques, les réseaux professionnels, les réseaux de co-développement, etc., à travailler pour qu'il y ait une humanité qui soit paisible pour chacun. En tout cas, on a des outils que l'on n'utilise peut-être pas assez. L'Europe, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe a un outil politique du voisinage, parce que l'Europe veut avoir la paix à ses frontières au sud, à l'est, Moyen-Orient et dans le Caucase, etc. Là, il y a beaucoup d'argent, et je pense que nous avons sûrement, à travers les réseaux dans lesquels on est associatif, etc., peut-être à aller chercher cet argent pour que la démocratie, pour que les droits fondamentaux, pour que l'État de droit continue à exister, pour la sécurité démocratique de tous. Merci. Bonjour, vous m'entendez bien? Je m'appelle Théo.
toute façon, n'ayant pas le droit de vote dans ce pays, ça ne risque pas. C'est tout ça. Enfin, pas pour tous les votes en tout cas. Donc, je suis ici parce que, pour témoigner d'un projet que je pilote chez Simplon. Donc, Simplon, c'est un centre de formation qui donne des formations intensives, gratuites au développement web, notamment des formations pour devenir développeur, codeur, développement de logiciel et si possible web. Nos formations durent généralement 7 mois, avec 35 heures de cours par semaine. Elles sont très intensives et visent à intégrer des publics traditionnellement exclus des métiers numériques, c'est-à-dire les femmes, ce qu'on appelle aujourd'hui les NEETs, les jeunes mis en formation, mis en éducation, les personnes qui vivent en quartier prioritaire de la politique de la ville. Et pour ma part, je m'occupe d'un projet qui vise à intégrer des personnes réfugiées dans nos formations. C'est un projet qui a été monté en 2016. Peut-être prendre un petit peu en arrière. Nous, on intervient, on parlait tout à l'heure des différentes périodes de la migration. Il y a l'avant le départ, il y a l'arrivée en France, il y a la partie sur la demande d'asile. Nous, on intervient après. Une fois qu'une personne obtient son statut, que fait-elle? La première chose qu'elle doit faire, c'est quitter son cadavre. Donc trouver un logement, trouver un travail. Les métiers ouverts aujourd'hui en France aux personnes réfugiées sont assez peu nombreux et sans vraiment exagérer, il y en a 3, c'est la sécurité, le bâtiment, la restauration. Notre position est différente. Ce qu'on souhaite faire, c'est offrir aux personnes réfugiées arrivant en France la possibilité de se former à n'importe quel métier qui soit peu qualifié et qualifié en fonction des envies des personnes et de leurs compétences qu'ils amènent. Les diplômes sont très peu reconnus. L'INAREC ne fonctionne pas. Et il y a une grande problématique d'apprentissage du français. Aujourd'hui, on en a parlé, le CIR, l'ancien CAI. Le CIR propose aujourd'hui 200 heures de cours de français, allant jusqu'à 400 bientôt, aux personnes qui la signent. C'est pas du tout suffisant. Les cours sont généralement de très mauvaise qualité. Et surtout, les demandeurs d'asile n'ont pas accès aux cours de français. C'est un énorme problème. Tout ça pour dire qu'une fois qu'on obtient le statut, en fait, le droit commun, il est excluant. Il est excluant pour les personnes qui n'ont pas forcément les outils pour s'en saisir. Et donc, on doit proposer des solutions spécifiques pour certains publics. Dans nos formations intègrent généralement entre 20 et 25 personnes. On va intégrer aujourd'hui entre 3 ou 4 personnes réfugiées. L'idée du projet que je pilote, c'est donc d'adapter notre formation pour répondre aux spécificités des personnes sans être discriminatoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a un sourcing spécifique des personnes. Le sourcing, c'est comment on va les chercher. Pour trouver des personnes qui sont intéressées par notre formation, on propose aujourd'hui 270 heures de cours de français. D'abord des cours de FLE, suivis par des cours de français professionnel qui sont très axés sur les apprentissages numériques et l'insertion professionnelle. Et tout au long de la formation, une aide à la recherche d'emploi et on favorise la recherche de contrats de professionnalisation qui permettent aux personnes de rester au sein de notre école, dans l'école, durant une année en se préparant à un métier. Aujourd'hui, on a intégré 65 personnes dans une formation en Île-de-France. On a accueilli des personnes de 22 nationalités différentes
s'il y a une chose qu'on apprend très très rapidement quand on accompagne les personnes réfugiées, c'est que c'est un public extrêmement hétérogène. Parce que toutes les personnes peuvent être amenées à quitter leur pays, quel que soit leur statut social, leur formation, leur métier, leur sexe. Une des problématiques qu'on a, c'est que sur ces 65 personnes, on a intégré 2 femmes seulement. On a très peu, on a beaucoup de difficultés à intégrer des femmes dans une formation. C'est un énorme défi pour les années, pour l'année à venir. Et à la fin de la formation, donc c'est au bout de 7 mois de formation et 2 mois de cours de français, donc c'est 9 mois de formation en tout. On a aujourd'hui un taux de sortie positif, donc le taux de sortie positif c'est défini par Pôle emploi, comme étant un CDD de plus de 6 mois, un CDI, une reprise d'études, ça peut être en créance d'une entreprise. On a un taux de sortie positive d'environ 70%, qui est très élevé. Tout ça, ça passe par un accompagnement accru vers l'insertion professionnelle. Les entreprises en France aujourd'hui ne sont pas prêtes à intégrer facilement, j'ai envie de dire, des personnes réfugiées dans leur entreprise. J'ai beaucoup de connaissances en Europe, dans des structures qui font des formations un peu similaires aux nôtres, donc des formations au code pour des personnes réfugiées. Ils n'ont pas du tout les mêmes problématiques. Je demandais par exemple à un ami néerlandais comment tu fais pour apprendre le néerlandais à tes apprenants. Est-ce que les entreprises ont une vraie problématique par rapport à la langue? Il m'a dit tout simplement non. Le néerlandais n'est pas important pour être développeur aux Pays-Bas. Si les personnes parlent anglais, ça suffit. En France, on n'est pas du tout comme ça. Je connais bien parce que je suis britannique. En France, on n'est pas du tout comme ça. Le français est extrêmement important, bien que les développeurs travaillent sur leur ordinateur en anglais, utilisent un vocabulaire très anglais. Mais bien sûr, on est dans une équipe, on doit parler des clients, et donc le français est extrêmement important. Donc l'effort, le peu d'efforts, j'ai envie de dire, fait par ce gouvernement, le gouvernement précédent, et tous ceux qui le précédaient, en termes d'apprentissage du français, c'est vraiment pas suffisant. Il faut vraiment développer le français dès l'arrivée en France. C'est pas parce que un certain nombre des personnes qui demandent l'asile vont être ensuite reconduites vers les frontières qu'on ne doit pas leur apprendre le français. C'est un apprentissage appliqué. Donc nous, on a un énorme problème avec le français. Il commence trop tard. Et donc on a vraiment développé cet apprentissage-là durant notre formation. On a un partenariat avec l'Alliance française qui fonctionne bien pour le FLE, et après des cours de français professionnel sont donnés à l'intérieur de notre centre de formation. Ensuite, je vais finir là-dessus. On a une grande problématique de logement. Comme je disais au début, les personnes qui obtiennent le statut doivent quitter au bout de 6 mois leur CADA. Parfois, elles restent plus longtemps dans le CADA. Centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Aujourd'hui, des personnes qui, vous pouvez l'imaginer, suivent une formation très intense au développement web nécessitent d'avoir une certaine stabilité. Une stabilité de logement, une stabilité financière. Donc quand on a moins de 25 ans, qu'on n'a pas accès au RSA, cette stabilité-là est impossible. Une autre problématique. Mais particulièrement dans le logement, il y a un projet qui est mis en place par l'État aujourd'hui qui s'appelle HOPE. C'est un super projet qui permet à des personnes réfugiées d'avoir accès à un logement, une formation à l'AFPA et un contrat de coordination dans une entreprise. C'est un projet qui est très bien, mais qui vise des métiers assez peu qualifiés.
Pour des structures comme la nôtre, il y en a beaucoup, qui souhaitent intégrer des personnes dans leur formation, on n'a aucun recours. On ne peut pas aller voir une structure de logement et dire voilà, on a une personne qui a tout pour faire cette formation, l'anglais, le niveau de français, mais il manque un logement, nous on ne peut rien faire. Donc on a une grande problématique de logement qu'on doit absolument traiter à mon avis pour les personnes qui obtiennent le statut. Parce qu'on pense un peu intuitivement, moi on se dirait qu'une fois qu'on obtient un statut, c'est bon, on rentre dans le droit commun, on peut avoir accès à nos droits. En fait, c'est l'obtention du statut ouvre de nouvelles problématiques. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si j'ai été très clair. Voilà. Merci à tous les quatre. On va bien sûr prendre des questions. On a énormément d'informations. Et je crois que ça nous donne une petite idée, un petit ressenti en fait du défi pour nous en tant que parti politique de la question migratoire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on en parle, comment est-ce qu'on rend compte de la complexité d'un phénomène qui, vous l'avez compris, inclut des questions de migration, de déplacement forcé, de tradition, d'habitude, de guerre, d'opportunités, de communication de l'information, ensuite des questions légales, des questions morales, des questions administratives, et des questions très pratiques quand on arrive au niveau de l'intégration. Donc il y a beaucoup de choses à promouvoir et il y a beaucoup de choses contre lesquelles s'indigner. Et c'est très important pour nous, je pense, si on essaye de penser ça en termes de discours militants, de viser un degré de cohérence. On ne va pas pouvoir refaire le monde dans son ensemble, on ne va pas pouvoir changer toutes les guerres, tous les départs qui ne devraient pas avoir lieu, tous les voyages dans des conditions terribles, et même toutes les situations d'intégration extrêmement difficiles. Mais on peut développer un discours qui a un sens, il me semble. En tout cas, je pense qu'on le doit, parce que sinon on peut dire tout et n'importe quoi, et effectivement on peut s'indigner, mais on n'aura pas vraiment de poids si on n'a pas des propositions très concrètes à faire. Donc je pense que là, on a des exemples assez tranchés d'actions qui sont menées, qui sont concrètes, et que nous, on peut essayer de conceptualiser dans un discours pour en débattre ensemble et pour en débattre en dehors du parti. Est-ce qu'il y a des questions à nos intervenants? Alors, on va commencer. Oui, c'est vrai. Alors, question pour Anna, Jean-Michel et Théo. Qui finance les activités dont vous avez parlé? C'est oui, on prend trois questions d'abord, ça me va? Moi, je vais faire un petit commentaire et qui est aussi une question en fait. Et chaque fois que j'entends parler d'accueil aux migrants, chaque fois que j'entends parler d'accueil aux migrants par des personnes comme vous, et aussi bien en France qu'en Italie, j'ai toujours l'impression que l'accueil personnel des personnes est beaucoup plus généreux que l'accueil politique. Parce qu'on rencontre souvent des associations d'aide, beaucoup d'actions de solidarité qui sont des initiatives personnelles. Juste pour redonner un exemple, à Florence, il y a une école d'italien pour les immigrés qui a été fondée par une personne, école gratuite. Bon, là, vous avez des formations, on a demandé par qui elles sont financées. J'ai toujours l'impression qu'il y a une réponse personnelle, individuelle, qui est beaucoup plus généreuse que la réponse à l'accueil politique. Alors, comment on pourrait faire pour que l'accueil politique soit aussi généreux que ces initiatives? Oui, merci. Le paradoxe sur ces questions de migration qui ont causé tous les bouleversements qu'on a vus dans un certain nombre de pays d'Europe centrale, en Italie, etc., c'est que ces bouleversements se produisent et continuent à se produire alors que l'immigration a plutôt tendance à diminuer, avec un retour notamment des populations syriennes
déplacés dans les pays du pourtour de la région. Et cependant, cette problématique de la migration sera certainement une des thématiques au centre des prochaines élections européennes, qui se joueront dans le combat entre les populistes et les démocrates, pour résumer. Ce que j'ai pu observer pour ma part, c'est que les moyens, on en a mis en place. Et pour compléter ce que disait tout à l'heure Jean-Yves, dans un premier temps, en 2015, l'Union européenne a créé le fonds MADAB, qui avait pour objectif d'aider 3 pays, le Liban, la Jordanie et la Turquie, pour gérer leur camp. Et là, c'est pas les 141 migrants de l'Aquarius, c'est de 1 million à 2,5 millions de réfugiés qui ont été traités. Et pour ma part, j'étais professionnellement à Djibouti, où j'ai eu l'occasion de visiter le camp de réfugiés d'Ali Sabieh, traitant surtout des gens réfugiés d'Érythrée ou bien du sud de l'Éthiopie. Il y avait là carrément une petite ville de 15 000 habitants, gérée avec des fonds d'organismes divers. Je dis cela pour dire que sur le plan matériel, des moyens financiers, des moyens humains, il y a certainement il y a les moyens de traiter. La question, c'est la traduction politique, et c'est vrai que tu as raison de souligner la contradiction entre l'humain et le politique. La deuxième observation que je voudrais faire, elle concerne les flux financiers, alors des diasporas installées. Or, ces flux financiers qu'on oublie souvent dans nos argumentaires, ils sont considérables. En 2016, par exemple, ça représente à peu près 480 milliards de dollars, c'est-à-dire 3 fois les volumes d'aide internationale. Et pour le Mali pour lequel tu témoignais tout à l'heure, les migrants de la vallée de Caille, que tu n'as pas cité, mais c'était bien le sud du Mali, leur flux en provenance de France, c'est 2 fois l'aide internationale au Mali. Bon, ça a évité au gouvernement de Bamako de faire des efforts pour cette région, c'est vrai. Et ce qui est plus problématique, et peut-être que tu nous en diras un peu plus, c'est cette nouvelle migration qui vient du fait que ni les autorités maliennes, ni la CEDEAO, ni les pays du Nord n'ont eu des résultats importants sur la crise du Nord Mali, et qui est à l'origine d'une nouvelle migration dans ton pays, au Mali. Voilà, dans les argumentaires qu'on doit citer, il y a ces éléments financiers. Il y a aussi autre chose. Bon, je suis résident en Tunisie à l'heure actuelle. Alors, Tunisie, grand paradoxe, parce que la Tunisie, ça n'est pas le Sud-Soudan, ça n'est pas l'Érythrée. Et cependant, depuis le 1er janvier 2018, 3000 jeunes Tunisiens, hommes et femmes, ont eu recours à la migration via les boat people en direction des îles grecques et de l'Italie. 3000 migrants divisés entre les 350 communes qui ont élu depuis le mois de mai dernier leur conseil municipal, ça serait prendre la responsabilité de l'aide à l'installation de 8 jeunes gens ou jeunes filles. C'est très artificiel ce calcul-là. Mais ça veut dire que du côté des autorités tunisiennes et des coopérations bilatérales, en coopération décentralisée, il y a certainement beaucoup à faire pour donner des perspectives à ces réfugiés qui sont des réfugiés économiques. Il est exclu qu'on accorde l'asile politique à un Tunisien atterrissant en France, puisque la Tunisie, depuis 2011, est quand même sur un chemin démocratique difficile, mais réel. Dernier élément, toujours sur la Tunisie, ce que j'ai constaté, c'est que le Canada, pour sa part, avait ouvert un bureau de l'immigration. Autrement dit, c'est prendre le chemin par un autre biais. Les États-Unis font ça aussi avec le Green Card. Et de notre côté, en France, nous savons que nous avons, ça a été évoqué, je crois, tout à l'heure, un certain nombre de métiers en tension, pour lesquels on n'arrive pas à trouver la ressource humaine nécessaire. Nous avons, au niveau intra-européen, le fameux débat sur les travailleurs détachés.
Mais qu'est-ce qu'on ferait sans les travailleurs détachés d'Europe de l'Est à Saint-Nazaire, qui a un chantier qui réclame 7000 personnes, mais où 20% sont des travailleurs détachés. Donc, on a quand même des besoins économiques de ressources humaines provenant de l'étranger en ce qui concerne la France. Donc là, il y a plusieurs. Autrement dit, c'est certainement pas un terrain facile à traiter, parce qu'on a le côté humain et humanitaire, notamment quand il y a des crises énormes comme celle de la Syrie et de l'Irak et du Proche-Orient. Il y a l'aspect migration économique, et puis nous aurons aussi, dans quelques temps, si les choses évoluent comme elles le font, à traiter des réfugiés climatiques. Alors ça, c'est Nicolas Hulot l'évoque, mais voilà. Donc voilà ce que je voulais dire. Et alors, ceci étant, notre contrainte du Parti socialiste, c'est que sur cette thématique-là, dès maintenant, il faut qu'on puisse avoir une grille d'argumentation, parce que la campagne des européennes, que j'évoquais tout à l'heure, elle est déjà commencée. Et il faut qu'on puisse sortir des argumentaires un peu charpentés, un peu clairs, pour nos campagnes sur le terrain. Pas sur la question de cinéma, mais d'une manière un peu générale, peut-être, nous pratiquons à toute petite échelle les visas pour asile, qui permettent quand même, effectivement, dans un certain nombre de cas, à des personnes, en particulier au Caire, à Amman, à Ankara, etc., des personnes à Beyrouth, des personnes qui sont en besoin de protection, plutôt que de leur dire c'est fait, on a fait un petit peu. Et c'est vrai que, surtout dans un contexte où d'ici à peu près 20 ans, l'Union européenne va perdre à peu près 50 millions de personnes qui ne seront plus en âge d'être actifs, la question migratoire, elle se pose. Et même des pays comme aujourd'hui, le pays que je connais bien, la Pologne, qui est très réticente à accueillir au niveau européen, elle délivre malgré tout annuellement 3 fois plus de premiers permis de séjour que la France, compte tenu de son problème de main-d'œuvre. La question que tu poses est essentielle, mais c'est parce que nous n'avons pas de responsable politique en Europe. Enfin, au sens responsable politique. Nous avons des gens qui exploitent et qui développent les peurs supposées de l'opinion publique. Une opinion publique qui est souvent plus généreuse que de le penser. Et qui est. Alors, bien entendu, il y a un peu de tout. Bien entendu, il y a de tout. Et bien entendu, il y a des peurs. Et il y a des vraies peurs. Mais le fait est qu'on constate qu'il y a beaucoup de réticences chez les collectivités locales, mais que lorsque les collectivités locales acceptent de recevoir les sages-femmes dans de bonnes conditions, ça se passe bien, avec des problématiques qui sont celles qui ont été évoquées par Théo, finalement. Et avec des responsables politiques qui ne donnent pas les outils légaux qui permettent de faire une intégration correcte. Ça, c'est la difficulté. Et ça, c'est une difficulté pour l'acceptation, c'est une difficulté pour l'intégration, c'est une difficulté parce que pour les peurs, c'est une difficulté pour la manière dont l'Europe est perçue à ses frontières. Parce que je pense que l'ensemble de l'Union européenne souffre d'une chose, c'est qu'elle n'est pas assez résiliente à cette idée, mais que ça dénote une autre chose, c'est le manque de confiance de la part du personnel politique dans leur propre société et dans les valeurs que le personnel politique prétend défendre. Parce que si nous avons confiance dans nos valeurs, alors normalement, les personnes qu'on accueille et qui viennent parce que finalement il y a une certaine attractivité, elles devraient renforcer cette attractivité. Finalement, est-ce qu'on devrait se plaindre d'être attractif? Est-ce qu'on devrait se plaindre d'être attractif? Moi, je préfère être attractif et avoir quelques conséquences bonnes ou mauvaises suivant ce que je estime ça, mais au moins c'est bon d'être attractif. Enfin, heureusement que l'Union européenne n'est pas le Venezuela. Donc, l'attractivité, il faut la développer et en assumer les conséquences. Et c'est bien, et ça veut dire que ça doit engendrer de la confiance dans la société. Or, c'est tout le contraire qui se passe. Et la conséquence de ça, c'est que les responsables, entre guillemets, politiques, conduisent à avoir des politiques qui, plutôt que de constater ce que tu disais, c'est-à-dire, à la limite, on ouvre un peu les vannes parce qu'un peu de mobilité, ça permet la connaissance.
Si on casse le mythe que toute personne qui arrive en France, elle va systématiquement réussir parce que c'est les seuls qui se montrent, il n'y aura peut-être pas autant de mobilité illégale. On la remplacera par de la mobilité légale. Et on cassera des mythes. Et on empêchera ceux qui tombent en esclavage en Libye. Ça fait des images 3 jours et après on oublie. On oublie au nord et on oublie au sud. Le temps nous est compté. Donc il faut une petite chose, ce qui est dramatique, c'est que ces peurs conduisent les responsables politiques à avoir des réponses à la petite semaine pour faire croire qu'on a une solution immédiate, qui en fait aggrave le problème à long terme. D'accord. Donc, il y avait donc une question sur les modes de financement des initiatives que vous avez décrites. Peut-être qu'on peut commencer par Théo. Oui. Alors, le financement, il est multiple. C'est pas le plus compliqué. Effectivement, il existe le financement pour les projets qui se montent. Donc, il est premièrement via le mécénat de fondations. On a été soutenu depuis le début du projet par la Fondation de France, mais aussi par des fondations d'entreprises, Total, des grandes entreprises, BNP Paribas, choses comme ça. Mais aussi par l'État. Le ministère de l'Intérieur finance notre projet. Les crédits du BOP 104 dans les directions départementales de la cohésion sociale financent des cours de français, une partie des cours de français. Et ensuite, il y a les fonds de la formation professionnelle, parce que, n'oublions pas, les personnes réfugiées, une fois qu'elles obtiennent le statut, sont des demandeurs d'emploi. Et donc, rentrent dans le cadre de notre financement classique. Et est-ce que je peux en complément demander d'où est venue l'initiative D'où est venue l'initiative qui a fait tout ce travail de recherche de fonds en fait? C'est une de nos salariés qui, au moment du début de la crise migratoire, a dit à la direction qu'elle souhaitait mettre en place un projet, qu'il fallait absolument qu'on se saisisse de la question de la formation des personnes réfugiées, et c'est ce qui a été fait. Donc ça vient d'une demande salariée. Et en dehors de ce programme, est-ce que Simplon est une entreprise qui travaille, enfin qui fait du profit ou qui est c'est pas, on n'est pas non lucratif. Après, je ne saurais pas dire si on fait vraiment du profit. C'est quoi, qu'est-ce qu'elle a comme statut? On est une entreprise sociale avec un agrément ESUS. Donc, on est une économie sociale. Oui, comment nous, citoyens, pouvons mobiliser Je crois que la question est sur le mode de financement. Oui, mais bien sûr, ça que je vais répondre. Hein. Donc, il y a d'abord les Allemands, pour accueillir ces 1,3 million de migrants, ont créé des fondations citoyennes. C'est-à-dire, ensemble, alors, ceux qui sont en Allemagne ont peut-être des éléments à nous apporter, ont créé des fondations en collectant des fonds des uns et des autres, et pour les mettre sur des projets d'insertion, d'apprentissage de l'allemand, etc. Donc ça, c'est le premier niveau. Deuxième niveau, c'est, j'ai parlé tout à l'heure des politiques du voisinage de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, il y a beaucoup d'argent, mais je pourrais parler de l'ONU, de l'UNESCO, de l'UNICEF, etc. La seule chose, c'est pour une petite association malienne pour répondre à des projets, c'est un peu hard, et du coup, il n'y a que les grandes ONG qui peuvent y répondre, qui des fois se comportent comme des États dans l'État, et qui piquent, parce qu'ils offrent des salaires, les meilleurs professionnels qui sont sur le terrain. Mais je pense qu'il n'y a pas que le capital financier à aller chercher, c'est aussi l'exploitation du capital social que les gens ont accumulé. Hein, je vois qu'aujourd'hui, par exemple sur le Maroc, qui est devenu un pays d'accueil, hein, ceux qui ont migré il y a 40 ans, ils se mobilisent pour que ceux qui arrivent, les Africains subsahariens, soient bien accueillis et mieux qu'ils ont vécu en France. Sur la région de Tarente, les citoyens marocains de l'étranger, depuis 20 ans je les accompagne, ont voulu apporter un retour à leur pays. Ils sont arrivés un peu de façon néocoloniale en disant « nous on sait faire, ça n'a pas marché ».
Donc ils ont été voir les vieux immigrés, cheminots ou autres, SNCF, qui étaient rentrés au pays. Il ne faut pas faire comme ça, commencez à vous asseoir, buvez une tasse de thé, etc. Dites que vous voulez apporter mais vous ne savez pas faire. Et du coup, sont nés des projets, et aujourd'hui, la région de Taroutante, c'est celle où il y a plus de coopératives au Maroc, de coopératives de femmes, etc. Donc, il y a les moyens financiers, mais il y a aussi le capital social que les gens ont accumulé et que souvent on n'utilise pas assez. En tout cas, pas les pays d'origine, souvent. Alors, moi, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit monsieur. Effectivement, le président ATT même l'avait dit, Amadou Toumani Touré, il avait dit moi, je ne viens pas me chercher les clandestins parce que c'est eux qui me rapportent plus que le PIB, enfin, ce que j'ai dans mes caisses. Alors, et effectivement, les gens du Sud, les Soninké, eux, ont trouvé une stratégie pour pouvoir aider leur région, faire des hôpitaux, créer des écoles et puis faire vivre leur population. Ils ont même fait des bourses, ce que j'avais expliqué aujourd'hui, c'est des bourses alimentaires, enfin des sortes de boutiques, et les familles viennent chercher et eux ils financent à partir d'ici. Ce qui fait les familles qui restent n'ont pas besoin de débourser de l'argent. Voilà. Bon, moi au niveau de l'association, ce qui se passe c'est qu'on est un groupement de personnes qui sont sensibles à la problématique de migration dans les villages du Nord. Je suis originaire du Nord par mon père, et on a réussi à se rassembler et à organiser une fois par an une manifestation qui regroupe toutes les personnes qui se sentent sensibles, et on ramène des produits locaux et on essaye de les revendre, et on essaye d'aller dans les foires aussi pour les vendre, et en même temps on organise des soirées dansant bien sûr pour pouvoir récolter, parce que ça attire le maximum de personnes. Voilà. Et le résultat, c'est qu'on essaie aussi de le prêter à certaines personnes, à certaines coopératives de femmes, pour qu'elles puissent faire des cultures, faire de la vente, et après, elles nous remboursent ce qu'elles peuvent. Je suis contente parce qu'au début, on récupérait rien, on n'avait rien, et maintenant, on reçoit quand même un petit PQ. C'est modeste, mais c'est que ça avance. Voilà. Mais c'est à but non lucratif, l'association. Si je peux apporter un complément de réponse, ayant moi travaillé sur la crise syrienne et sur la situation en Jordanie et au Liban, l'Union européenne est le plus gros donateur depuis le début de la crise syrienne en termes de fonds humanitaires et de fonds de développement, à hauteur d'1 milliard d'euros à peu près, depuis 5-6 ans. Et il y a les États-Unis, il y a les pays du Golfe, il y a finalement énormément d'argent qui circule, et si on ajoute les fonds de développement, les fonds humanitaires, les opportunités créées par effectivement cet afflux d'une force de travail qui est très bon marché, et qui sont souvent des gens extrêmement motivés parce qu'ils sont dans une situation très difficile, dans des secteurs où il y a des besoins. Mon sentiment personnellement est que en tout cas dans les circonstances dans lesquelles j'ai travaillé, la question de l'aide aux réfugiés, et le problème n'est pas financier. Le problème n'est pas qu'il n'y a pas d'argent. Le problème est beaucoup plus dans l'ingénierie du capital social pour permettre effectivement l'accueil de populations qui sont dans une situation de détresse et de déplacement, non seulement au sens géographique, mais au sens social, professionnel, familial et citoyen. C'est-à-dire que quand on est réfugié, on n'est pas on n'a pas la pleine possession de ses droits citoyens. Il y a des questions. Merci. Le sujet est très vaste. Ça mériterait évidemment un colloque. Un truc qui dure 2 jours, 3 jours. C'est un sujet qui nous interpelle, comme ça a été très justement rappelé. J'ai une remarque d'ordre général chaque fois que l'on parle de ces questions. Je pense à quelqu'un que je suis régulièrement sur les réseaux sociaux, et surtout à l'association qu'il dirige, qui est France Terre d'Asile. Pierre-Henri a, il est vrai, une grande expertise sur cette question. Malgré un premier soutien à Emmanuel Macron, depuis il a revu un peu sa copie. Voilà, il est devenu beaucoup plus critique vis-à-vis de la politique
vis-à-vis, surtout à propos évidemment de l'accueil des réfugiés. Voilà, c'est une remarque que je tenais à faire parce que je pense à lui depuis 2-3 jours, chaque fois qu'on évoque cette question. Je vais évoquer la question d'externalisation, en fait, cette externalisation des frontières, parce qu'en fait, c'est ça, le concept, il est là. On a proposé récemment à la Tunisie d'accueillir, et à la Libye d'ailleurs, c'est absolument surréaliste, d'accueillir la création de hotspots. La Tunisie, c'est donc un centre d'accueil. Avant, on externalisait les frontières, maintenant, on externalise la question migratoire. Donc, on va les laisser là-bas. C'est pas, vous savez, en Jordanie, ça a commencé comme ça avec les Palestiniens. Ils sont 80% maintenant, réfugiés palestiniens, qui constituent la population de ce pays. Ça peut durer très longtemps. Il faut rappeler aussi que le plus grand centre de rétention en Europe se trouve en Sicile, se trouve au cœur de la Sicile. Moi, j'ai découvert lorsque la chanson « La Merci » a été choisie pour représenter la France à l'Eurovision, et on a découvert que cette petite fille, donc, qui est née sur l'Aquarius, était toujours depuis un an avec sa mère dans ce très grand centre de rétention qui se trouve au cœur de la Sicile, et donc personne ne parle. C'est le plus grand d'Europe. Voilà. Alors, si M. Salvini est là, c'est pas tout à fait par hasard. Je voulais dire aussi que la Tunisie, alors, à part son refus, évidemment, la Tunisie s'est empressée de refuser. La Libye refuse, accepte, qui refuse et qui accepte quoi en Libye. Vous savez que jusqu'à présent, la situation politique est extrêmement chaotique. Et imaginez que ce pays qui a transformé quelques milliers de réfugiés en esclaves, ils ont été traités comme au Moyen-Âge dans ce pays. Imaginez que l'Europe puisse un seul instant, envisage sérieusement de confier la gestion de réfugiés à la Libye est absolument... c'est d'un cynisme hallucinant. Voilà, c'est vraiment du cynisme. La Tunisie a été accueillie après la révolution libyenne. La Tunisie a été le premier pays à accueillir des réfugiés subsahariens, qui fuyaient la Libye, au camp de Choucha. Ça a duré, j'en ai des frissons parce que moi je suis allé faire un tour. C'est vrai que c'était assez dramatique. Il y en avait encore, jusqu'à ces derniers mois, il y en a encore quelques dizaines qui n'ont pas de papier, dont on ne sait pas trop quoi faire d'ailleurs. Et puis dire une autre chose aussi sur... Je reviens sur ce que disait Anna et sur les remarques qui sont faites sur le double discours des États. C'est-à-dire qu'il y a un discours officiel, évidemment, la fuite des cerveaux, c'est pas bien, on nous vole nos meilleurs éléments. C'est quelque chose qu'on entend souvent en Tunisie, parce qu'il y a les médecins tunisiens qui s'en vont, les ingénieurs qui s'en vont. Moi, je suis sur ce débat-là il y a longtemps avec un COCAC adjoint qui nous avait dit que de toute façon, ils allaient fermer les concours d'entrée aux grandes écoles aux Tunisiens parce qu'on avait créé un institut préparatoire dans le cadre de la coopération et qu'évidemment, il ne s'agissait pas de faire de la coopération pour que ces gens s'installent en Europe. Il fallait absolument qu'ils aident le pays. Alors, je vais essayer de lui expliquer la notion de retour sur investissement qu'il avait un peu de mal à comprendre en disant oui, ils vont partir, mais ils vont envoyer quelque chose, ils vont construire en Tunisie, ils vont investir. Voilà, c'est un peu difficile à comprendre pour des gens qui ont donné dans les statistiques. Et donc, il y a effectivement un double discours parce que souvent on dit oui, c'est pas bien, dans nos cadres s'en vont. C'est vrai qu'ils ont coûté cher, un médecin informé, ça coûte cher. Ils n'ont rien coûté à la France, il faut reconnaître. Bon, et même comme ça, parfois on a du mal à leur accorder le visa. Mais en même temps, il est évident que des pays fournisseurs de migrants
officiels, j'allais dire, hein, ne vont pas lutter sérieusement, parce que la Tunisie, par exemple, je prends un exemple que je connais bien, où quand même il y a un taux de scolarisation élevé, ne va pas empêcher ces gens-là, qu'elle ne peut pas, de toute façon, auquel elle ne peut pas fournir d'emploi. Elle ne va pas les empêcher de partir. Ils vont partir, ils vont aller gagner leur vie en devise, et puis ils vont en réinvestir une partie, ils vont réinvestir une partie dans le pays. Et c'est tout bénéfique pour tout le monde. Voilà. D'abord, merci pour vos témoignages. Moi, j'ai une question collective. Ne pensez-vous pas que, bien sûr, on pourrait passer des heures, voire des jours pour parler de migration, mais qu'on ne peut pas parler de migration sans parler de développement du pays? Parce que sinon, on regarde l'iceberg, mais on regarde ce qui sort de l'eau, c'est-à-dire, en effet, les personnes qui fuient leur pays involontairement. C'est souvent une tragédie humaine qui est vécue, parce qu'ils sont coupés de leurs proches, parce qu'ils fuient des situations difficiles, alors à cause du climat, à cause de la guerre, à cause de tensions politiques, à cause de la pauvreté, hein, ils y sont donc forcés, et que, comme cela a été rappelé très bien par Alexis, il y a de l'argent, il y a énormément d'argent qui a été investi depuis très longtemps dans le développement. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Des grands projets qui, pour la plupart, n'ont pas abouti, mais ont profité à certains, et notamment à entretenir la corruption, et donc de faire que certains États ne sont pas des États de droit parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion de se développer, les intérêts étaient colossaux, étaient trop importants, et de repenser. Nous, de gauche, et on l'a vu dans les différents projets de loi qui ont été proposés, en effet, pour encadrer l'immigration, pour faire en sorte que la France reçoive ceux qui arrivent sur notre sol le mieux possible. Mais la France investit beaucoup et elle va investir de plus en plus à l'étranger, justement, dans ce qu'on appelle aujourd'hui un partenariat. Hein. Mais pourquoi est-ce que nous, de gauche, nous ne porterions pas un message autre que eh bien, cette aide au développement qui n'a pas marché, de faire le bilan et de se dire qu'aujourd'hui, nous savons que ce sont les micro-projets qui fonctionnent. Les gens ont une visibilité immédiate parce qu'ils voient qu'on assure leur sécurité, qu'on leur apporte de l'eau, qu'on les aide. Nous avons aussi une mission, je crois, sur l'environnement. La COP21 a quand même été une réussite pour la France où de nombreux pays ont signé cet accord. Bon, aujourd'hui, ils ne le respectent peut-être pas, mais est-ce que nous n'avons pas aussi une parole forte à porter pour que justement cet accord soit respecté, à commencer par notre pays? Et de se dire que la migration, c'est une tragédie humaine et que tout l'argent qui est dépensé et qui est disponible aujourd'hui devrait être recentré sur l'humain et s'éloigner de tous ces grands projets qui pour la plupart n'aboutissent pas. Et partir de l'éducation des filles. Tu sais très bien qu'on s'occupe en effet, je continue, la lutte contre les mariages forcés. Hein, et ce que tu fais au Mali est formidable. Mais tout ce que vous faites, c'est formidable. Mais vous touchez quelques dizaines de personnes. Mais là, on parle de centaines de millions qui circulent dans ce système d'aide au développement. Et pour ça, on peut peut-être en faire autre chose. Et nous, le dirigeants, faisant des propositions, justement, fortes pour changer ce système. Puisqu'on est dans le changement d'un nouveau monde, et bien allons-y, nous aussi, on peut dire que le nouveau monde, nous pouvons le créer parce que nous avons des idées sur ce qui est important pour les gens aujourd'hui. Et commencer par l'humain. Voilà. On replace au centre de cette aide. Voilà. Une question, un témoignage, puisque le pays Allemagne a été évoqué par un des intervenants. Moi, je suis à Berlin. Effectivement, je peux témoigner que des initiatives citoyennes par quartier sont très efficaces pour suppléer ou aider les centres d'accueil qui sont un petit peu débordés aussi. Et puis, faire des collectes. On a participé à des collectes de matériel alimentaire et vêtements et
objets divers, grâce aux institutions associatives françaises qui sont sur place aussi. Donc ça existe au niveau citoyen allemand, et puis les Français y participent en tant que Berlinois quand ils sont à Berlin, en tant que gens de Hambourg quand ils sont à Hambourg, et ça marche aussi près de Francfort. Les Français s'investissent dans les tissus locaux de manière tout à fait discrète et humaine et individuelle. Et puis par rapport toujours à l'Allemagne, Mme Merkel, elle est bien gentille, cette brave fille, mais elle a quand même tenu les frontières fermées très longtemps. Hein. Ça fait longtemps qu'on a laissé la Grèce et l'Italie se débrouiller, hein, depuis les premières crises, peut-être pas loin de 10 ans, et elle a fini par ouvrir sa frontière effectivement face à l'afflux en 2015. Elle l'a fait un petit peu dans son esprit de fille de pasteur protestant, hein, et de scientifique, parce qu'elle sait aussi que son pays a une démographie catastrophique, hein, à l'horizon 2050 ou 2100. Donc c'est aussi de la croissance pour l'Allemagne et de l'enrichissement effectivement humain et aussi stratégique pour son pays. Cependant, elle a oublié aussi qu'il y a des interventions et des interférences politiques, et ça a aussi beaucoup modifié le paysage politique du pays, notamment à cause de son aile droite bavaroise, très très proche des nuances autrichiennes et Visegrad, et puis la nouvelle extrême droite qui se profile à l'horizon aussi maintenant, qui prospère sur le terrain de la méconnaissance, de la désinformation et de la béatitude des gens qui sont devant RTL. Hein? Merci. Non, mais simplement un sujet qu'on n'a pas abordé, c'est un petit peu la situation, la moralisation de la moralité de toute cette situation, où l'Occident n'est quand même pas exsangue de responsabilité par rapport à tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on entend parler d'affaires, de financement, de campagne, etc., d'un ancien président de la République qui a vraiment fourré son nez dans cette affaire de problème du Sahel. Hein. Il ne faut pas l'oublier, hein, cette histoire de Libye, c'est un drame humain aujourd'hui avec tous les effets collatéraux qu'il y a. Effectivement, on évoque des situations moyenâgeuses. Je veux dire, on revient de loin. Je veux dire, avant c'était mieux, d'accord. Et là, la situation empire de plus en plus. Même si c'était pas bien, c'était mieux. Il y a aussi les problèmes environnementaux, les problèmes de sécheresse, les problèmes de développement local. Et ça, il faut absolument qu'on en parle. On peut rentrer dans des détails comme les camps de rétention, comme les migrations. Bon, moi, en Algérie, c'est un problème qu'on connaît très bien puisque nous recevons beaucoup de Maliens, beaucoup de Nigériens, et aussi des drames terribles, des drames humains terribles. Les Algériens eux-mêmes veulent partir vers l'Europe. Donc, pour des situations politiques, pour des raisons économiques. Donc, je veux dire, nous sommes vraiment entre quatre feux. On s'efforce de promouvoir des valeurs, on s'efforce de promouvoir le développement humain, de promouvoir. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est en face de situations humaines dramatiques. Les gens ont besoin de boire, ont besoin de manger, ont besoin de trouver un toit, ont besoin de trouver un travail, et on en est encore là. Voilà où nous en sommes. Et nous qui sommes au sud de la Méditerranée, vous pouvez croire que c'est pas évident du tout. Voilà. Il est bloqué devant le casier. Il m'a dit si le sénateur ne vient pas, on ne peut pas vous ouvrir. Bon, on sort tous ensemble. Est-ce que c'est ouvert? Oui, ils ne sont pas fermés les casiers. Hein. Mais c'est le même que le tien? Ah bah oui, bien sûr, on partage. Ben j'y vais alors. Vous êtes assis ici? Ben oui. Ok. J'ai proposé les valises. Ok, pour conclure, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps, je vais, juste pour essayer de reformuler les questions et remarques qui viennent d'être faites, je crois qu'il y a une question qui porte vraiment sur l'écosystème social autour des personnes qui sont dans une situation de migration et de déplacement.
Et je vais demander à Théo et Anna de vous exprimer peut-être sur votre expérience, les personnes avec qui vous avez travaillé ou avec qui vous travaillez, quel est l'écosystème social qu'il y a autour d'elles. Est-ce qu'il y a des personnes ici? Est-ce qu'il y a des personnes là-bas? Est-ce qu'il y a des associations avec lesquelles elles sont en contact? Et comment vous vous insérez là-dedans? Et puis ensuite, on pourra venir à la question du développement international. Alors, effectivement, il y a énormément d'initiatives citoyennes. Si on prend l'exemple juste de la question de l'apprentissage du français en Ile-de-France, il y a du bénévolat partout, énormément d'associations qui sont montées sur l'apprentissage du français, mais les initiatives citoyennes ne suffisent pas. Il faut, à mon avis, garder un cadre politique qui donne accès, qui donne droit à une formation de qualité, parce que les initiatives citoyennes ne sont pas toujours en capacité de faire, et sont souvent en réaction plutôt que juste de construction. Ils sont plutôt en réaction au manquement de l'État, je dirais. En ce qui concerne nos apprenants, oui, ils sont en contact d'énormément de structures différentes, donc soit des structures plus officielles d'accueil, d'hébergement, mais aussi d'associations diverses et variées qui font de l'accompagnement social, de l'accompagnement à la recherche d'emploi, qui mettent en lien avec des parents qui travaillent dans des entreprises ou qui donnent des cours basiques d'informatique, des choses comme ça. Donc nous, on s'inscrit dans un écosystème qui se développe de plus en plus, particulièrement en Ile-de-France, dans d'autres villes aussi en France, mais plus particulièrement en Ile-de-France. Il y a un vrai écosystème qui s'est mis en place, des structures, ne serait-ce que des structures un peu tech comme nous. Donc mais il ne faut pas aussi oublier que les personnes réfugiées communiquent énormément entre elles, ont des groupes sur les réseaux sociaux. La plupart des personnes qui candidatent chez nous, en fait, candidatent par bouche à oreille parce que l'ami de tel a entendu parler de la formation. Ah ben, je savais que tu avais fait de l'informatique dans ton pays d'origine, et donc c'est comme ça que ça marche. Donc on s'inscrit dans un écosystème qui est de plus en plus performant et qui communique de plus en plus. Les structures communiquent entre elles, ça c'est très bien, mais ça ne remplacera jamais une vraie politique d'accueil. Je voulais juste rajouter une toute dernière chose. Vous avez demandé tout à l'heure comment on améliore positivement la migration en termes politiques. Oui, parce qu'il y a deux aspects là. Donc, toi aussi, tu parles de. Le volontariat ne suffit pas, mais le politique ne suit pas tellement. Je pense qu'il faut surtout, à mon avis, il faut regarder un peu la réalité. Je trouve qu'on a été en France et dans bien d'autres pays européens, le mien particulièrement, envahi par une impression, une idée selon laquelle on vivait une crise migratoire. 70 000 demandes d'asile en France, c'est rien, sachant qu'en plus, 65% des personnes qui demandent l'asile sont déboutées. Donc, on est face à une situation, une réalité qui n'a rien à voir avec ce qu'on dit dans les médias, dans les discussions. Et il y a un vrai manquement d'éducation en termes de droit. Qu'est-ce que c'est qu'une personne réfugiée? Déjà, il y a un vocabulaire qui est utilisé qui est assez mal compris entre ce qui est de la Convention de Genève, on parle de réfugiés économiques, en termes légaux, ça ne veut rien dire. Ou de demandeurs d'asile, de déboutés. Il y a un vocabulaire qui est très peu connu dans le public français, chez les citoyens, dans les entreprises. J'ai énormément d'entreprises qui me disent oui, mais les réfugiés, donc peut-être qu'ils pourraient, je vais avoir des problèmes pour l'embaucher. Non, une personne réfugiée a une carte de résident de 10 ans, c'est, je dirais, limite plus facile d'embaucher une personne réfugiée que de m'embaucher moi, puisque d'ici 2 ans, je sais ce qui va se
Sauf que je suis, et ça il ne faut pas non plus oublier, je pense, je suis blanc, j'ai une éducation, européenne, et qu'il y a une discrimination dans notre pays. Ici, il y a une discrimination à l'embauche des personnes et des personnes réfugiées également. Je pense que Oui. Alors, moi, je voudrais revenir surtout sur l'aide au développement. L'aide au développement au Mali, c'est une aide qui arrive au niveau des collectivités locales, c'est-à-dire du gouvernement. C'est eux qui choisissent des projets et qui le mettent en place, et l'AFD les aide. Mais ils ne vont pas aider les particuliers. Ils ne vont pas aider, moi, en tant qu'association, si je fais une demande à l'AFD, je n'aurai pas droit, je ne suis pas éligible parce que je ne suis pas une collectivité locale. Voilà. Et je tiens à le dire, la France aide beaucoup, mais moi, c'est que ça arrive directement dans la poche des gouvernants de ces pays-là. Ce que ça rassure peut-être, ça nous rassure nous Français, comme quoi il y a une aide qui part, mais le résultat, ça ne va pas directement aux populations qui ont besoin. Je ne sais pas si tu vas pas me dire. Et ce qui avait été posé aussi, c'est l'écosystème. Voilà, ce qui se passe, c'est que les personnes qui viennent à l'association qui nous aide, ce sont des personnes qui viennent de la même ethnie. Par exemple, je vais aider des Songhaïs, ce sont des Songhaïs que je pourrais aller voir au niveau du gouvernement, des personnes aisées, pour leur dire, voilà, j'essaie d'organiser quelque chose, et les personnes défavorisées, ce sont des personnes de telle ethnie. Du coup, là, on va être un petit peu sensible, on va me donner quelques sous, ou bien une salle, ou bien un endroit pour pouvoir organiser ma soirée. Voilà, c'est ce qui se passe. Mais après, quand on a aidé, on essaie d'oublier. Bon, bah, on passe à autre chose. On passe à autre chose. Si je reviens pour, un mois après, on va me dire, bon, bah, c'est bon, quoi, attends un peu. Voilà. Alors, c'est pour ça qu'on essaie d'organiser autrement. Là, j'ai la chance, c'est que chaque année, je viens au niveau du secours populaire, je fais une journée, parce qu'eux me donnent des vêtements, ils me donnent des choses. J'essaie de trouver un camion, d'acheminer et d'envoyer et donner pour pouvoir aider ces populations à rester sur place et pouvoir leur prêter des sous pour qu'ils puissent me rendre. Parce que donner aussi, c'est quand même humiliant. Certaines populations, surtout moi je vois dans le Nord, ils sont tellement fiers que quand on leur donne, ils semblent obligés de vous donner quelque chose, mais ils n'ont rien. Alors, prêter pour qu'ils puissent faire un commerce, prêter pour qu'ils puissent faire de l'agriculture, et après, ils me rendent autrement. Bon, moi, j'ai reçu des sacs de riz, j'ai reçu... voilà. Mais ça me permet aussi d'aider autrement aussi d'autres personnes et de les valoriser. Moi, je pense qu'il ne faut pas, effectivement, l'humain est très important, mais il ne faut pas oublier que ce sont des personnes qui ont perdu leur dignité parce que, pour des raisons involontaires, et c'est pour ça qu'elles ont fui, c'est pour éviter, c'est pour rester dignes. Et malheureusement, parfois, on les montre du doigt quand ils se retrouvent aux frontières, dans des camps, et voilà, c'est quand même assez difficile. J'espère que je me suis... Oui, pour rebondir sur les différentes dernières interventions, je pense qu'effectivement, l'aide au développement devrait d'abord aider les initiatives des diasporas, des associations locales, pour développer microcrédit, etc. Mais je pense que aussi, souvent, les pays aiment bien que les devises elles arrivent, mais pas forcément le capital en termes de droits de l'homme que les migrants ont accumulé. S'ils reviennent au pays en disant plus de corruption, respect des droits des femmes, etc. Et je pense que nous devons protéger ces lanceurs d'alerte, nous devons protéger ces migrants qui veulent retourner au pays pour qu'on les accepte dans l'entier et pas simplement dans l'investissement financier. Au Maroc, on parle d'IDE, les investisseurs de l'étranger, mais on oublie que, voilà, quand j'ai vécu à l'étranger, que je reviens au pays, quand je vois le décalage avec ce qu'il y a au pays par rapport aux droits de l'homme, je veux changer. Je fais une petite association humanitaire, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais ça ne va pas changer la face des choses, à part d'améliorer. C'est comment on utilise cette colère citoyenne pour faire vraiment levier
Et sur Taroudante, c'est faire venir les réseaux académiques internationaux, faire venir la société civile internationale, et ça oblige après les pouvoirs locaux, régionaux et nationaux à se dire je suis obligé d'y être de toute façon parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire sans moi et je suis obligé, et petit à petit positivement, des rapports de force positifs. Je te laisse la fin. Merci. Écoutez, merci à tous pour vos témoignages et puis vos questions. Sur l'externalisation, c'est un vrai problème, parce qu'on constate qu'effectivement un certain nombre de pays européens aimeraient bien qu'un certain nombre de personnes qui arrivent en Europe soient renvoyées dans les pays un peu sur le modèle de l'accord informel qui a été pris avec la Turquie. Cette notion de pays tiers sûr, à ne pas confondre avec la notion de pays d'origine sûre, qui est juste un moyen de gérer des procédures dans notre droit interne, des procédures d'asile. Donc à ne pas confondre. Un pays tiers sûr, c'est un pays dans lequel on considérerait que si la demande d'asile est déposée chez nous, on peut renvoyer la personne dans ce pays et considérer que c'est pareil et qu'on a respecté la Convention de Genève. Il est bien évident que on ne peut pas faire ce genre de choses sans remettre en cause notre engagement vis-à-vis de la Convention de Genève. Alors, il y a un risque en Europe parce que les règles européennes n'excluent pas la possibilité d'aller vers ce principe-là. Par contre, le Conseil d'État a été très clair, début juillet, sur le fait qu'en France, si les règles européennes évoluaient et mettaient en place ce type de principe, alors ça nous poserait un problème par rapport à nos règles constitutionnelles internes. Donc il est assez fort probable qu'on ait des discussions dures en France si au niveau européen, à la suite des pressions italiennes, autrichiennes, hongroises ou autres, on arrive à mettre en place ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est un réel risque. C'est un réel risque et je pense que les pays qui sont les plus capables d'accepter, ce ne sont pas les pays comme Tunisie ou Mali, c'est plutôt des pays qui sont aujourd'hui en demande d'adhésion à l'Union européenne et qui sont en position de demande et qui peuvent accepter, par exemple l'Albanie peut très bien accepter le principe de dire ok, si ça me donne une date d'adhésion à l'Union, j'accepte. Voilà, c'est le risque actuel d'être un pays tiers sûr où effectivement on externaliserait un centre de rétention. Sachant que sens, puisque l'année dernière en France, la nationalité. Oui, mais ça, alors moi, je vais faire 2 minutes de Gérard Collomb, c'est quand même un problème. C'est quand même un problème, parce que honnêtement, l'Albanie n'est pas un pays absolument glamour sur tous les côtés, mais quand on voit la détresse des Syriens, des Érythréens, des Libyens et d'un certain nombre d'autres pays, voir que notre système d'asile est embolisé par des gens qui arrivent d'Albanie, est un réel problème par rapport aux droits qu'on doit respecter pour les autres. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas des gens, parce que le droit d'asile doit toujours s'examiner de manière individuelle. Donc, on peut même considérer qu'un Américain, et il y en a un auquel on peut penser, qui peut être légitimement demandeur d'asile en France. Bon. Mais ceci étant, il faut quand même voir que, oui, il y a des cas individuels, mais il faut voir que l'Albanie, comme la Géorgie ou d'autres pays, je ne dis pas tous les Albanais ou tous les Géorgiens ne sont pas légitimement demandeurs d'asile, mais on a quand même des disproportions un peu bizarres, qui viennent aussi historiquement du fait que, comme notre système était embolisé, les Albanais venaient en France parce qu'ils savaient qu'ils avaient 2 ans de séjour tranquille. À la fin, on leur dirait non, mais au moins pendant 2 ans, ils pouvaient être sur le territoire de manière... voilà, donc mais on risque d'avoir... Il y a un risque, compte tenu de l'ambiance en Europe, et on risque d'avoir des débats très forts en France avec un Conseil constitutionnel qui, je l'espère, devrait nous rappeler nos obligations constitutionnelles. Deuxième chose, je pense que le meilleur, ça a été dit par toi, il y a plus d'argent qui vient des diasporas que de l'aide publique au développement, et je pense aussi que l'aide publique au développement est moins pertinente en termes d'orientation que ce que peuvent faire les diasporas. Ce qui veut dire finalement que c'est pas en fermant qu'on résout le problème, c'est justement l'immigration et le développement, c'est pas en opposition. Ça peut être une spirale positive si on arrive bien à la faire, parce que c'est des échanges d'expérience et c'est de l'argent bien compris. Alors qu'au contraire, si Gérard Collomb donne un chèque à chaque fois que le ministre de l'Intérieur du Niger signe un laissez-passer consulaire, il aura bien compris que plus il en envoie, plus il aura de chèques. Et par conséquent, voilà, l'aide publique au développement qui ira vers les ministres de l'Intérieur pour délivrer des laissez-passer consulaires, et même pas pour faire autre chose,
sera encore plus nocive que toutes les aides publiques au développement qu'on a fait jusqu'à présent, et c'est ce qui nous menace. Enfin, je crois que on n'est pas tous marxistes ici, mais enfin on est originaire d'un parti qui, il y a quelque temps, disait « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous ». Si on dit « Travailleurs de tous les pays, unissez-vous », on peut aussi dire, et c'est pas un gros mot, « Citoyens de tous les pays, unissez-vous ». Et c'est notre rôle de parti socialiste, que face à des gens qui aujourd'hui essayent non seulement d'exploiter les peurs, mais maintenant de théoriser ce qu'ils font. C'est-à-dire d'expliquer que la protection des nations, la conception même de la nation veut dire qu'il faut protéger les frontières, et de théoriser le fait que les frontières sont là pour protéger, ce qui est aussi vrai. Mais on ne doit pas simplement, voilà, il faut qu'on sache où on s'inscrit par rapport à ça. Il y a des gens aujourd'hui qui essayent d'expliquer de manière conceptuelle la raison pour laquelle l'immigration n'est pas bonne. Face à cela, nous sommes héritiers d'une pensée universaliste qui doit pouvoir répondre autre chose. Et sans faire peur sur le fait de lâcher toutes les frontières, même si sur le plan théorique, why not, hein, de toute façon, tous ici, on l'a déjà on a joué à saut de frontières. Mais ceci étant, je crois qu'on a vraiment un rôle particulier et qui est essentiel pour finalement montrer que sur ce sujet, mais comme sur les autres, il y a plus de travailleurs en usine aujourd'hui qu'il y a 50 ans ou il y a 150 ans, et il y a encore des combats comme on les menait il y a 100 ans sur la défense des travailleurs, sur la défense des citoyens, sur le fait que chacun est citoyen du monde, voilà, avec des droits qui doivent être égaux et qui ne sont pas à géométrie variable en fonction du territoire dans lequel on est. Cette conclusion très à propos. J'ai envie de remercier à tous les quatre pour le témoignage. Merci à tout le monde d'être resté. Donc, je continuerai à faire circuler des informations, et pour quiconque est intéressé par le sujet, vous pouvez également en parler dans vos sections ou dans vos réseaux militants. On travaillera sur un document que j'aimerais pouvoir faire remonter au national, qui cherchera à mettre en forme différents types de retours justement sur ces sujets qui ont trait au départ, aux routes migratoires, à l'accueil, et puis... Et les groupes parlementaires, même si en fait je pense que là on a fait quand même un... Enfin, je ne voudrais pas m'envoyer des fleurs, mais j'ai envoyé des fleurs au groupe socialiste au Sénat, qui a quand même, je pense, sur ce sujet-là, vraiment fait la moitié des amendements, a mis la droite devant ses contradictions, le gouvernement devant ses contradictions. On a essayé de faire un maximum de travail politique et qui a besoin d'être accompagné par vos observations, mais qui mérite aussi d'être déployé parce que je pense que c'est vraiment comme ça qu'on peut gagner la bataille et faire en sorte qu'on redevienne responsable. D'accord. Ok, Cécilia. Juste 5 minutes.